Le jour où ma femme est morte, je pensais que la pire chose que j'aurais jamais à vivre était de la perdre. Je me trompais. 9 jours plus tard, j'ai ouvert la porte d'un luxueux penthouse dont j'ignorais totalement l'existence. Et à l'intérieur de cet appartement, j'ai découvert qu'après 29 ans de mariage, je n'avais jamais vraiment connu toute l'histoire de la femme que j'aimais. Je m'appelle Michael Carter. Je suis professeur d'histoire dans un lycée de Denver, dans le Colorado. Élise et moi nous sommes rencontrés en 1995 lors d'une réunion du personnel où elle débattait avec un professeur de philosophie au sujet de l'héritage. Je me suis approché et j'ai demandé de quel côté j'étais censé être. Elle a ri, et cette étrange conversation est devenue le début d'un mariage qui a duré 29 ans. Élise et moi étions complètement différents. J'aimais la routine et la stabilité. Elle était ambitieuse, discrète et travaillait toujours sur quelque chose que je ne comprenais qu'en partie. Pendant des années, elle voyageait pour son travail de consultante. Elle me disait qu'une partie de son travail était confidentielle, mais elle me promettait que nous étions financièrement en sécurité et que tout ce qu'elle faisait était légal. Je lui demandais si elle était un jour en danger. Elle répondait non et je lui faisais confiance. Après 15 ans ensemble, la confiance semblait plus naturelle que la suspicion. Puis, le 16 septembre, tout a disparu. J'étais au lycée South en train de préparer un cours lorsque le téléphone de la salle de classe a sonné. Un policier de Denver m'a annoncé qu'Élise était morte dans un accident de voiture sur LI-25. Sa Lexus argentée avait été impliquée dans une collision près de University Boulevard. Les ambulanciers étaient arrivés rapidement, mais Élise était déjà morte. Je me souviens être resté assis à mon bureau, fixant les papiers éparpillés sur le sol, tandis que les élèves passaient dans le couloir à l'extérieur. Tout semblait complètement normal. C'est cela qui m'a détruit. Mon monde venait de s'effondrer, mais tout le monde continuait d'aller en cours. Nos enfants, Camille et Lucas, sont rentrés à la maison et nous avons enterré Élise ce samedi-là. Je me suis tenu devant tous ceux qui l'aimaient et j'ai parlé de la femme que je connaissais depuis près de 3 décennies. Je pensais que les funérailles seraient la partie la plus difficile. Puis le lundi matin est arrivé. Un homme nommé Victor Palmer s'est présenté chez moi. Il s'est présenté comme notaire et administrateur de succession. Il s'est assis à ma table de cuisine et a placé devant moi une carte clé noire ainsi qu'un acte de propriété. Élise m'avait laissé un penthouse. Je l'ai regardé, stupéfait. Je n'en avais jamais entendu parler. La propriété se trouvait dans la Tour Horizon, l'une des tours résidentielles les plus luxueuses du centre-ville de Denver, et elle valait plus de 2 millions de dollars. 8 ans plus tôt, Élise l'avait achetée par l'intermédiaire d'une LLC. 14 mois avant sa mort, elle en avait transféré la propriété à mon nom. J'ai demandé à Victor pourquoi elle ne m'en avait jamais parlé. Il m'a répondu qu'il n'était pas autorisé à discuter de ses décisions personnelles. Ce soir-là, j'ai raconté tout cela à mon meilleur ami, Thomas. Il m'a écouté, puis il a dit quelque chose qui est resté gravé dans mon esprit. Si Élise a fait autant d'efforts pour te laisser ce penthouse, peut-être qu'elle voulait que tu y trouves quelque chose. Le lendemain matin, mon avocate, Claire Whitmore, a confirmé que tout était légal. Le penthouse avait été acheté comptant et valait désormais environ 2,2 millions de dollars. Mais Claire a également découvert un autre nom lié à l'entreprise d'Élise, Clara Bennett. Je n'avais jamais entendu parler d'elle non plus. Je me suis rendu à la Tour Horizon et j'ai pris l'ascenseur jusqu'au 42e étage. Il n'y avait que 2 penthouses là-haut. Je me suis tenu devant l'unité PH2 en tenant la carte qu'Élise avait laissée derrière elle. Puis j'ai ouvert la porte. L'appartement était immense. Des baies vitrées allant du sol au plafond donnaient sur les montagnes rocheuses. Tout était élégant et coûteux, mais étrangement silencieux. Puis j'ai vu quelqu'un assis sur le canapé. Une femme aux cheveux courts et argentés s'est levée. Elle m'a regardé et a dit « Je m'appelle Clara Bennett. Je travaillais avec Élise. » Je lui ai demandé ce que ma femme faisait réellement. Clara m'a expliqué qu'Élise avait passé les 11 dernières années à travailler comme consultante en intelligence d'entreprise et en transition. De grandes entreprises faisaient appel à elle lors de conflits au sein des conseils d'administration, de fusions, de disputes concernant la direction et de crises d'entreprise. Elle connaissait un immense succès. Puis Clara m'a montré les relevés financiers. Les chiffres étaient presque impossibles à croire. Ma femme avait discrètement bâti une fortune. Clara m'a dit qu'Élise avait toujours été fière de moi. Elle m'appelait l'homme le plus honnête et le plus terre-accent grave-terre qu'elle connaissait. Ma stabilité, disait-elle, lui avait permis de construire sa propre vie professionnelle. Puis Clara m'a tendu un dossier. Élise l'avait préparé 14 mois avant sa mort. À l'intérieur se trouvait une lettre. Élise s'excusait de m'avoir caché tant de choses. Elle reconnaissait que certains secrets étaient nécessaires à cause de son travail, mais que certains étaient égoïstes.
Elle avait besoin d'avoir quelque chose qui n'appartienne qu'à elle. Elle aimait être ma femme et la mère de nos enfants, mais elle avait aussi besoin de savoir qui elle était en dehors de ses rôles. Puis elle a écrit quelque chose que je n'oublierai jamais. Rien de tout cela n'avait pour but de m'échapper. Elle m'avait choisi chaque jour. Puis elle m'a demandé de lire la page 4. Cette page contenait un avertissement. Élise y parlait d'un homme nommé Gordon Hay, qui avait autrefois investi dans ses premiers projets professionnels. Il avait reçu une participation minoritaire dans les revenus futurs, mais Élise avait légalement mis fin à l'accord et lui avait versé tout ce qui lui était dû. Elle savait que Gordon pourrait s'en prendre à moi après sa mort. Elle m'avertissait qu'il pourrait prétendre avoir des droits sur le Pentouse ou sur d'autres actifs. Elle me disait de ne pas discuter avec lui, de ne rien signer et de ne pas m'expliquer. Elle m'avait donné le nom d'un avocat qui possédait tous les documents prouvant que Gordon n'avait aucun droit. Cet après-midi-là, Gordon m'a appelé. Sa voix était douce et polie. Il m'a présenté ses condoléances et a dit qu'il y avait quelques affaires inachevées dont il souhaitait discuter. Je l'ai écouté, puis je lui ai donné le numéro de l'avocat. Je lui ai dit que l'avocat possédait tous les documents, y compris la propre reconnaissance écrite, et signée de Gordon confirmant que l'accord avait pris fin. Il y a eu un silence. Puis j'ai raccroché. Élise l'avait prédit. Elle s'était préparée à lui. Elle s'était préparée pour moi. Quelques jours plus tard, j'ai tout raconté à Camille et Lucas. Ils étaient choqués d'apprendre la carrière secrète de leur mère et la fortune qu'elle avait bâtie. Mais Camille a dit quelque chose qui m'a fait comprendre pourquoi Élise m'avait laissé le Pentouse. Maman savait que tu aurais besoin de quelque chose de concret pour croire que tout cela était réel. Elle avait raison. Je suis finalement retourné au lycée South. Bonjour. La salle de classe était la même. Les élèves étaient les mêmes. Le parking visible par la fenêtre était le même, mais moi, j'avais changé. J'ai finalement compris qu'Élise n'avait pas caché sa vie parce qu'elle nous aimait moins. Elle avait simplement construit une partie d'elle-même qui n'appartenait qu'à elle. Et, d'une certaine manière, même après 29 ans, elle m'avait suffisamment fait confiance pour comprendre cela. J'ai décidé de ne pas vendre le Pentouse. Parfois, Camille et Lucas viennent me voir. Parfois, j'y vais seul. Chaque fois que je me tiens devant les fenêtres orientées vers l'ouest et que je regarde les montagnes, j'imagine Élise debout devant moi, préparant son prochain projet et regardant le même coucher de soleil. Pendant 29 ans, je pensais tout connaître de ma femme. Après sa mort, j'ai découvert que je ne connaissais que la partie qu'elle avait choisi de me montrer. Au début, cette vérité m'a fait mal. Puis elle est devenue quelque chose dont j'étais reconnaissant, parce qu'Élise ne m'avait pas seulement laissé de l'argent ou une propriété. Elle m'avait laissé une dernière leçon. L'amour ne signifie pas toujours tout savoir sur une autre personne. Parfois, cela signifie faire confiance au fait que la personne à vos côtés reste la personne que vous avez choisie, même lorsque vous découvrez des parties d'elle dont vous ignoriez l'existence. Élise disait autrefois qu'octobre était son mois préféré à Denver parce qu'il était honnête. L'air devenait froid, les feuilles changeaient et rien ne prétendait être quelque chose qui n'était pas. Je pense à cela chaque fois que je me tiens devant ces fenêtres. Puis je regarde les montagnes et je prononce doucement les mots que j'aurais aimé lui dire lorsqu'elle était encore en vie. Tu as toujours été meilleur que moi pour les détails, Élise. Et après 29 ans, tu as encore trouvé un moyen de me surprendre.